Au sommaire de ce journal, l'atelier de sensibilisation sur la réforme des marchés publics avec au plateau 2 invités pour plus d'explications. La rencontre des journalistes sur les techniques de négociation d'une convention collective et le lancement du prix Polaï du journalisme. Mesdames et messieurs, bonjour. 200 experts des États membres de l'UEMOA étaient en atelier de formation cette semaine à Lomé. Leurs travaux ont porté sur la corruption et la vulgarisation des acquis de la réforme des marchés publics. La séance de clôture a eu lieu hier. Apetok Kelly et Albertine Yakin y étaient. Voici le reportage. Au terme des travaux de la formation, des tests juridiques ont été adoptés en vue du renforcement des audits par la performance et la qualité dans la gestion des marchés publics. Ce sont là des chantiers qui ont permis aux membres de se rendre compte des difficultés et de mettre en œuvre des stratégies de lutte contre la corruption. La corruption, particulièrement dans les marchés publics, est très important. Je donnais les exemples. La corruption, les effets néfastes de la corruption de manière générale sur les ressources publiques. Je disais que dans le monde, l'Institut de la Banque mondiale estime l'impact néfaste des marchés publics sur les ressources publiques, donc de l'ordre de 1000 milliards. Et ce sont les pays en voie de développement, donc les pays africains, qui payent le lourd tribut avec 25% de leur PIB, de leur produit intérieur brut. Imaginez si on vous dit que vous perdez 25% de votre salaire. Vraiment, c'est ça l'impact de la corruption. Vous avez la grande corruption qui concerne les dirigeants. Vous avez la petite corruption qui concerne les petits agents de l'administration. Vous avez la corruption discrète à travers lesquelles donc c'est des absentéismes. Et vous avez la corruption passive ou la corruption active. La lutte contre la réduction de la corruption serait un comportement à adopter par un encadrement familial. Le MOA qui met en place le téléphone vert pour faire des dénonciations des cas de corruption. On peut entreprendre beaucoup d'actions sur le plan national dans ce sens. D'abord au niveau de la maison. L'encadrement, l'éducation familiale est très importante pour essayer de porter solution, de réduire cette corruption. L'État doit mettre, à mon avis, des structures en place, l'éducation civique, l'éducation politique, administrative, l'éducation politique, j'insiste dessus parce que dans nos partis politiques, il faut faire une formation, il faut faire un encadrement aux membres des partis. On peut aussi travailler pour réduire la corruption au niveau des églises, des mosquées et à tous les niveaux. La rencontre de Lomé, précédée de celle de Ouagadougou au Burkina Faso, se poursuit et atteindra les autres pays membres. Dans ce cadre, la commission de l'UEMOA envisage de vulgariser et consolider les acquis de la réforme des marchés publics dans son espace. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec les acteurs de cet atelier, justement. Nous sommes avec M. Adedje Kodjo Emmanuel. Il est le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Bonjour et merci d'être là dans ce journal. Vous étiez présent au niveau de l'atelier. Alors, quelles étaient vos conclusions? Sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Merci, Madame Dorothée. Précisons d'abord que cette mission cet atelier s'inscrit donc dans le cadre d'une mission circulaire de l'UEMOA dans les 8 pays membres. Et bon, au Togo, comme vous le savez, cet atelier s'est déroulé à l'hôtel Edaoba la semaine que nous sommes en train de boucler. Plusieurs communications ont été faites, notamment les acquis de la réforme en ce qui concerne la transposition des textes. Je voudrais préciser déjà que depuis 2009, le Togo a eu à transposer les 2 directives de l'UEMOA, les directives numéro 04 et puis 05. Au cours de cet atelier qui a connu une grande participation, il faudra le souligner, tous les acteurs de la commande publique étaient présents, le secteur privé, la société civile, les organes de presse, etc.
En termes d'acquis de cet atelier, disons que tous les participants ont été quand même informés en ce qui concerne les acquis de la réforme. Il s'agit de réforme irréversible, donc dans laquelle le Togo s'est lancé. Les dossiers types d'acquisition, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de dossier type à la disposition des autorités contractantes, donc ces dossiers types qui vont être entérinés par le prochain Conseil des ministres donc de la zone UMOA va très prochainement, déjà à partir du 1er janvier 2012, être mis en service. On nous a également présenté les différentes facettes de la corruption dans les marchés publics. Précisons que la corruption n'existe pas que dans les marchés publics, elle existe dans tous les secteurs, mais particulièrement en ce qui concerne les marchés publics. Les nouveaux textes que nous avons présentent des dispositions qui permettent de lutter contre la corruption. L'autorité de régulation des marchés publics, dont j'ai l'honneur d'être le directeur, reçoit les dénonciations. Et la commission de l'UMOA a désormais mis à notre disposition un numéro vert qui permet de nous joindre à tout moment en ce qui concerne les irrégularités constatées dans les marchés publics. Voilà, donc l'atelier a été concluant. Alors pour mieux vous suivre sur ce plateau, dites-nous ce qu'est le code du marché public. Ok, le code des marchés publics, c'est comme la Bible pour les chrétiens. En fait, il s'agit d'un ensemble de dispositions réglementaires régissant désormais la passation des marchés publics, depuis l'étape de préparation des plans prévisionnels jusqu'à l'exécution du marché lui-même. Alors pourquoi une réforme aujourd'hui? Oui, une réforme, disons qu'elle tire sa source un peu dans le passé. L'ancienne réglementation qui existait comportait un certain nombre de faiblesses qu'il fallait nécessairement corriger. Les grands principes de la commande publique n'étaient pas consacrés. Ces principes transparence, égalité, équité, etc. n'étaient pas dans notre ancien code de l'ordonnance de 93. Donc il fallait revoir tout cela et se conformer à ces standards internationaux. Tout à fait. Nous sommes toujours ensemble et nous allons cette fois parler des journalistes. Les professionnels des médias privés étaient hier à la Maison de la Presse à Lomé. Ils étaient à l'école des techniques de négociation d'une convention collective entre employeurs et employés pour une gestion et un exercice plus efficace de leurs fonctions. Une initiative de l'Union des journalistes indépendants du Togo. Un reportage de Estelle Adama et de Edem Sousouko. La précarité des conditions de travail des journalistes des médias privés, la non-reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine du professionnel de la communication par les patrons de presse et l'absence de couverture sociale sont autant de mots qui minent la corporation. L'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT, veut donc amener les journalistes et leurs patrons à une meilleure gestion des entreprises de presse dans le but de permettre un mieux-être financier et social des journalistes. La concrétisation de cette volonté passera par la signature de la convention collective très prochainement entre journalistes et patrons de presse. Mais avant, il faut que les deux parties maîtrisent les techniques de négociation de cette convention. C'est pour permettre aux différentes parties de mieux renforcer leurs capacités pour la rencontre prochaine. La convention collective, on va la signer, donc ça va se dérouler sur 3-4 jours. Ce sera du 5 au 7 octobre prochain. Et en prélude à cette rencontre, nous avions pensé qu'il serait mieux d'outiller les journalistes, de leur donner les techniques nécessaires pour que cette négociation soit bien effectuée. Quand vous demandez, il faut que l'autre côté, l'employeur, ait la possibilité d'octroyer ce que vous demandez, en tenant compte surtout de la survie de la structure. C'est un accord qui est négocié entre employeurs et les travailleurs. Les deux parties seront donc appelées à accorder leur violon sur l'essentiel afin de répondre aux aspirations du gouvernement qui consent des efforts en matière de renforcement des relations sociales et du bien-être des travailleurs. La maîtrise des techniques de négociation marque ainsi une avancée qualitative vers l'institutionnalisation d'un cadre juridique régissant les rapports de travail au sein de la corporation.
Nous revenons sur ce plateau. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Adedje Kodjo Emmanuel. Il est le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Alors, dans le cadre de l'uniformisation du processus des passations des marchés publics dans la zone UEMOA, alors quelles sont les innovations que le Togo doit impérativement apporter à son code actuel? Merci. Il faut rapidement préciser que la refonte du système institutionnel et juridique des marchés publics au Togo a commencé depuis 2003. Donc aujourd'hui, le Togo dispose d'un cadre réglementaire et institutionnel rénové, conforme aux standards internationaux. Donc, disons que le Togo s'est déjà attelé à cet exercice qu'il a d'ailleurs parfaitement réussi. Nous disposons d'une loi, en tout cas qui donne l'ossature générale, et puis d'un code avec les textes d'application intégrant les grands principes de la commande publique, comme je venais de le dire. Donc le Togo prend déjà en compte tout? Oui, le Togo a un cadre juridique institutionnel qui n'a rien à envier à ce qui se passe ailleurs, même au niveau des bailleurs de fonds. Et je voudrais préciser qu'à terme, ces bailleurs de fonds vont s'aligner sur, en tout cas, vont permettre que les marchés financés par eux puissent être gérés par notre cadre juridique. Tout à fait. Au niveau de l'atelier, vous avez parlé de la corruption. Donc, à quelle étape du processus de passation de marché la corruption est-elle une gangrène? Bon, la corruption, ça concerne toutes les étapes, depuis le plan prévisionnel de passation des marchés jusqu'à la phase d'exécution. Elle ne saurait être importante à une étape par rapport à une autre. Durant tout le processus, dès qu'il y a corruption, ça peut être véritablement un frein au développement. Tout à fait. Après vous, nous allons recevoir Madame Zoueratou Kassa Traoré. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour pouvoir convaincre les téléspectateurs sur le fait que vous êtes sur la bonne voie? Merci Madame Duroté. Je voudrais rapidement préciser que les Togolais doivent avoir confiance en notre nouveau cadre juridique et réglementaire, institutionnel de gestion des marchés publics. Les autorités contractantes aujourd'hui sont suffisamment responsabilisées pour apporter un peu plus de célérité dans le traitement des dossiers. Les soumissionnaires ont cette possibilité dès que des dispositions par rapport au cadre juridique ont été violées. Donc ils ont cette possibilité-là de saisir la RMP. Et cette institution est également là pour s'auto-saisir et recevoir les dénonciations dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc nous sommes sur la bonne voie. Voilà ce que je voudrais dire. Tout à fait. Merci beaucoup et à tout à l'heure. D'accord. Alors la Maison de la Presse a lancé hier à Lomé le prix Polaï du journalisme. Un prix qui récompensera les meilleurs reportages, enquêtes et interviews produits et diffusés au Togo. La première édition est attendue pour le 19 novembre prochain. Fabio Badoué, Pierre Sosoko. La presse togolaise dispose désormais d'un prix, le prix Polaï pour l'excellence journalistique au Togo. Créé par la Maison de la Presse, il récompensera le 19 novembre prochain les meilleurs articles parus et diffusés entre septembre 2010 et août 2011. Premier du genre, l'initiative se veut une locomotive pour inciter les uns et les autres à l'excellence dans le métier. Aussi servira-t-il désormais de cadre pour la célébration du professionnalisme dans le paysage médiatique togolais. Polaï est plus que journaliste. Polaï, c'est l'incarnation d'un professionnalisme. C'est l'incarnation de la recherche de l'excellence. Et quand je parle de Polaï, je parle de ce monsieur qui a fait l'honneur du Togo partout où nous sommes allés. Et lorsque nous voyons, j'ai dit tout à l'heure, le drapeau togolais flotter, nous avons cette fierté d'appartenir à une nation. Ce symbole qui nous réunit, qui nous unifie, qui fait que nous nous sentons togolais, c'est à travers cela que nous parlons de M. Polaï. Pour participer à ce concours, chaque candidat devra soumettre un dossier constitué de 3 productions, enquêtes, reportages et interviews diffusés sur un média togolais. Les lauréats seront élus par un jury composé de journalistes étrangers et locaux. Le premier prix sera décerné au meilleur, celui qui aura recueilli plus de points dans sa catégorie. Et donc, il a 1 million
plus un laptop avec un trophée, il y aura de l'eau surprise. Alors, pour la catégorie radio, pareil, la catégorie TV, pareil. Au-delà, à côté de ça, nous avons le prix relève. Le prix de la relève, ça sera décerné à ce journaliste-là qui a fait 3 ans de métier, au plus 4. Si ce prix a été dédié à Paul Ayi par la Maison de la Presse, c'est parce que l'homme reste une figure emblématique. Poète, auteur du drapeau togolais et de beaucoup d'œuvres d'art, Paul Ayi a toujours cultivé la compétence, la rigueur, le courage et le professionnalisme. Nous sommes encore sur ce plateau avec notre deuxième invité et nous parlons toujours du même thème. Il s'agit de l'atelier sur la réforme des marchés publics et cette fois nous sommes avec Madame Zoureyatou Kassa Traoré, directeur national du contrôle des marchés publics. Bienvenue. Bonjour, Madame. Voilà. Alors, quelle est la mission dévolue à votre direction, vu que vous étiez également acteur ou actrice au niveau de l'atelier? Merci, Madame Tabiou. Bonjour, Mesdames, Messieurs les téléspectateurs. Je voudrais avant tout, comme le DG de l'ARMP, de l'autorité de régulation des marchés publics, a eu à le définir, il y a le cadre institutionnel qui consacre désormais la création de 2 organes principaux, dont l'autorité de régulation des marchés publics et la direction nationale du contrôle des marchés publics. Donc, en amont, il y a une mission qui est confiée à la direction nationale du contrôle des marchés publics qui a pour objet justement de contrôler tout le système de passation. Comme ça a été dit, il y a sur la base des principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, ainsi que d'économie et d'efficacité dans le processus de passation des marchés publics et suivant des procédures transparentes. Tout à fait. Donc vous êtes toujours ensemble. Nous sommes ensemble et comme l'a dit une fois lorsque nous étions en mission, c'est comme une personne avec une jambe droite, une jambe gauche. Donc lorsque le travail est bien fait, donc le contrôle est bien fait au niveau de la direction, donc nous estimons qu'il y aura moins de recours au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics. Alors parlez-nous un peu des relations que vous avez avec l'autorité de régulation des marchés. Justement, au titre des relations, il y a justement cette relation de concertation par rapport à tous les systèmes de passation des marchés publics. Et nous concertons également lorsqu'il y a des programmes de formation, et puisque par rapport à nos attributions au niveau de la direction, lorsque nous relevons certaines lacunes au niveau de certaines autorités contractantes, nous pouvons saisir la RMP pour voir dans quelle mesure ces autorités contractantes pourront être formées par rapport à ces différentes lacunes qu'aurait relevé la direction nationale. Donc voilà, c'est un partenariat en fait. Donc, on a des relations fonctionnelles par rapport à la gestion de tous les systèmes. Tout à fait. Par rapport aux conclusions de l'atelier, il a dit tout à l'heure, quel est votre gain à vous? En termes de gain, je ne sais pas s'il faut parler en termes de gain. Parce que je me dis qu'à la base, si le travail est bien fait au niveau de la direction, il y aura moins de recours. Donc, en termes de gain, et par rapport à ces genres de formation, c'est pour perfectionnaliser justement les acteurs à la commande publique pour que les dossiers soient traités avec beaucoup plus de célérité. Parce que quand le dossier est bien monté au niveau de l'autorité contractante, c'est autant de temps gagné au niveau de la direction par rapport à l'examen des dossiers. Donc, c'est un gain de temps. Et par rapport au développement même du pays, plus les marchés seront gérés avec beaucoup de célérité, plus nous pourrions aller de l'avant. Tout à fait. Nous sommes toujours ensemble. Les épreuves écrites de français, de biologie, des sciences physiques et des mathématiques du concours national de recrutement à l'École nationale des auxiliaires médicaux ont débuté hier au lycée de Tokoin à Lomé. 6101 candidats sont inscrits à ce concours. Ali Ouro et Yolande Bouli. Ils sont 6101 candidats à être soumis aux épreuves du concours national de recrutement des élèves pour les écoles de formation sanitaire du Togo. Ce concours se déroule dans les 5 centres décrits, notamment Lomé, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapaon. Ici, au lycée de Tokoin, centre décrit de Lomé, toutes les conditions sont réunies pour favoriser le bon déroulement
des épreuves. Dans la mission du ministère de la Santé, il est question de former un peu les cadres qui seront appelés à servir dans nos hôpitaux, dans nos formations sanitaires. Et donc chaque année, ensemble avec les autres ministères, donc ministère de la fonction publique, enseignement technique professionnel, ministère de la Santé, il y a un comité interministériel qui se met en place et on organise ce concours sur toute l'étendue du territoire national. Les 380 candidats qui seront retenus pour le compte de ce concours national vont être répartis dans les différentes écoles, notamment l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé et Kara, l'École nationale des sages-femmes de Lomé et Kara et l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé. Nous revenons sur ce plateau où nous sommes avec Madame Zoreatou Kassa Traoré, directeur national du contrôle des marchés publics. Alors, quelles sont les différentes étapes du processus de passation des marchés? Bon, c'est vrai que compte tenu de la nouveauté liée à la réglementation, il y a dorénavant des procédures qui sont consacrées dans le code. Et je voudrais commencer par les avis généraux. Les avis généraux de passation des marchés publics qui décrivent les caractéristiques essentielles des marchés qu'entendent passer l'autorité contractante pour le compte de l'année. Donc vraiment, c'est des avis qui paraissent en général en début d'année, dès que le budget est voté. Donc par après, il y a le plan prévisionnel de passation des marchés. Donc à partir de ce niveau-là, il y a des caractéristiques qui se précisent davantage par rapport à la programmation des activités ou des actions que l'autorité contractante attend mener au cours de l'année. Donc au titre de cette précision, il y a par exemple le coût estimatif des marchés, à quel moment l'autorité contractante pense lancer l'avis et à quel moment il attend que les travaux soient exécutés. Donc c'est une programmation avec des dates précises. Donc après le plan de passation, il y a le montage des dossiers, ce qu'on appelle habituellement les dossiers d'appel d'offres dans DAO. Ces DAO sont envoyés à la direction pour contrôle et par après la direction valide et demande à ce que autorise à ce que l'avis soit lancé. Une fois l'avis lancé, il y a les soumissionnaires qui se portent candidat par rapport au dossier. Et par après, l'autorité contractante, à travers leur organe de passation et de contrôle, essaie d'élaborer le rapport d'évaluation jusqu'à l'attribution du marché. Donc, il y a l'étape avis généraux qui va être consacrée dès l'année 2012, avis généraux de passation des marchés. Il y a le plan prévisionnel de passation des marchés qui est souvent validé par la direction avant d'autoriser le lancement de l'avis. Il y a les rapports d'évaluation qui sont effectués par les organes de l'autorité contractante jusqu'à l'attribution provisoire du marché. Et par après, il y a l'attribution définitive. Et par rapport au code, c'est ça aussi une nouveauté. Par rapport au code, il y a cette obligation maintenant que les autorités contractantes puissent communiquer les résultats provisoires des attributions à tous les soumissionnaires, même ceux qui ont été écartés par le système de passation des marchés. Tout à fait. Si le processus est si clair, si transparent, alors pourquoi autant de problèmes autour des appels d'offres et... Bon, comme vous le savez, pour toute nouveauté, au démarrage, il y a des petits problèmes d'encadrement. Sinon, tel que décrit, comme vous venez de le constater, normalement, il ne devait pas avoir de problème majeur. Mais étant donné que dorénavant, le code consacre l'appel d'offres ouvert comme la règle, donc à partir de là, imaginez-vous par rapport aux avis qui paraissent dans nos médias et qui suscitent des opportunités par rapport aux opérateurs économiques, que ça puisse faire l'objet de problèmes de compréhension, parfois au niveau des dossiers d'appel d'offres, ou bien il nous est arrivé de constater par exemple que par rapport à un dossier, il y a des marques, puisque désormais il y a le code interdit la mention des marques dans les dossiers d'appel d'offres. Donc autant d'éléments qui peuvent éventuellement poser problème. Donc les problèmes, je les situe au niveau des malentendus liés à la nouvelle réglementation. Donc nous pensons que comme c'est la première année, c'est depuis le 1er janvier 2011 seulement que le Togo a mis la nouvelle réglementation en œuvre.
Donc, en attendant que les gens s'approprient toute la réglementation, donc ces différents problèmes qui se posent ne nous étonnent guère. Donc, je pense que on est en pente d'apprentissage et que d'ici peu, d'ici 1 an, 2 ans, on pourra vraiment réguler tout le système des marchés publics. Tout à fait. Alors, par rapport à ce processus, dans quel cas un appel d'offres fait l'objet de corruption? Bon, un appel d'offres, je sais que le DG de la REP a essayé d'aborder la question. Moi, je pense que déjà, au niveau du montage du dossier, il peut y avoir un aspect de corruption, puisque essentiellement, c'est comme lorsque vous voulez construire une maison, il y a une fondation. Quand la fondation est faussée, tout le système est en branle. Donc, la corruption peut commencer dès le décès d'appel d'offres, sinon en amont, par exemple, par rapport aux avis généraux de passation des marchés, qui fixent les caractéristiques des marchés à passer. Donc, il se pourrait que, de façon mal intentionnée, qu'on puisse inscrire un marché qui, peut-être, au cours de l'année, ne pourra pas se passer rien que pour satisfaire certains opérateurs économiques et essayer de négocier avec eux. Donc, à toutes les étapes, comme l'a dit le DG, il peut avoir cet aspect, ce phénomène de corruption, jusqu'à l'attribution, parce que au niveau de l'attribution également, et c'est vrai que le code désormais responsabilise plus les autorités contractantes qui sont les bénéficiaires des acquisitions et des travaux et autres. Mais lors de l'évaluation, il peut y avoir éventuellement des malversations, des irrégularités, et puis essayer d'évincer un opérateur parce qu'on a des relations beaucoup plus avérées avec un autre opérateur. Donc autant d'éléments, à toutes les étapes, l'aspect corruption peut intervenir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, surtout aux opérateurs économiques, par rapport à toute cette nouveauté-là? Bon, je pense que par rapport aux opérateurs économiques, et vraiment, je tiens à insister là-dessus, et je n'ai eu cesse de le dire lorsque nous les avons en face lors des séances de formation, c'est à eux d'aider. Parce que désormais, comme tout est ouvert dans la transparence, et que ils sont d'abord informés du nouveau système, donc du code qui indique, comme je l'ai dit tantôt, en donnant un exemple par rapport aux marques, et lorsqu'ils achètent un dossier qui voit ces éléments qui sont plus autorisés par la nouvelle réglementation, il leur appartient rapidement de saisir l'autorité contractante, et je dis bien avec ampliation à la direction, puisque essentiellement il appartient à la direction de valider le dossier d'appel d'offres. Donc tout est dépouillé de toute irrégularité. Maintenant, nous ne contrôlons pas ce qui est vendu sur le marché, donc ce qui est vendu aux opérateurs économiques. Il leur appartient, lorsqu'ils découvrent certaines irrégularités dans le dossier qu'ils achètent, de saisir l'autorité avec ampliation de la direction pour qu'on s'assure à notre niveau qu'effectivement toutes les observations relevées par la direction ont été prises en compte par l'autorité contractante. Donc, je pense que par rapport aux opérateurs économiques qui participent au développement du pays, il faudrait qu'ils aident les deux organes, que ce soit la direction ou l'autorité de régulation des marchés publics, de manière à ce que vraiment les choses se passent telles que voulues par les autorités. Donc, les décideurs du pays, quoi. Donc, je pense que c'est un ensemble où il faudrait qu'on s'entraide pour que, et désormais, comme apparemment nous sommes pratiquement les avant-derniers par rapport à la réglementation au sein de l'UEMOA, par rapport à la mise en œuvre de cette réglementation, que notre pays fasse l'honneur pour avoir été les derniers, parce que on a pu tirer les leçons des irrégularités qu'on a pu constater dans certains États membres de l'UEMOA. Donc c'est à eux de nous aider à faire avancer les choses. Tout à fait, merci beaucoup. J'espère que le message est bien entendu. Merci d'être passé dans ce journal. À tout à l'heure. Une délégation de la Croix-Rouge française était jeudi dernier à Vaughan, où elle a fait don de matériel de produits médicaux à l'hôpital de la ville. La même délégation avait inauguré à Dabati, localité située à environ 22 km de Vaughan, une pharmacie et un service d'état civil. Dominique Denou a fait le déplacement. Voici son compte rendu. Des équipements médicaux. Des équipements médicaux composés de blouses, de masques, de gants et d'un réfrigérateur de laboratoire pour l'hôpital de Vaughan. Un geste de la Croix-Rouge française
en partenariat avec la Croix-Rouge togolaise pour améliorer les prestations de ce centre hospitalier. Ce don fait suite à celui d'un appareil de mesure de taux de CD4 pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida que la Croix-Rouge française a également offert en mai 2010. Pour le président de la Croix-Rouge française, ceci témoigne de l'excellence des relations entre la France et le Togo. Il y a une histoire commune et des liens entre la République du Togo et la République française. Et d'autre part, il y a une réelle amitié entre la Croix-Rouge togolaise et la Croix-Rouge française. Nous sommes venus il y a 18 mois au moment des inondations parce qu'il fallait aider dans l'urgence et nous avons vu un certain nombre de problèmes. Nous avons décidé de rester plus longtemps pour tenter d'aider les populations à satisfaire un certain nombre de besoins. À 22 km de Vaughan, à Dagbati, dans la préfecture de Vaud, la délégation de la Croix-Rouge a procédé à l'inauguration d'une pharmacie et d'un service d'état civil au dispensaire de la localité. Une réalisation rendue possible grâce au concours de l'Association de soutien au développement des villages du Togo, ASDVT. Nous avons mis à la disposition de cette population et surtout du personnel de la santé un local, c'est-à-dire une pharmacie où tous les médicaments feront leur entrée et les sorties seront contrôlées. Nous allons faire une dotation bientôt et c'est à la base de cette dotation qu'ils vont réaliser des bénéfices pour pouvoir supporter les charges. Ces actions de la Croix-Rouge française au Togo répondent aux aspirations du gouvernement togolais en matière de renforcement des équipements des structures sanitaires pour de meilleurs soins de santé aux populations à la base. Le représentant du ministre de la Santé a par ailleurs invité les bénéficiaires à proscrire l'automédication et l'achat de médicaments de rue pour se garantir une bonne santé. Nous allons finir ce journal par un communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le communiqué dit ce qui suit. La Cour suprême de notre pays a rendu le 15 septembre 2011 son verdict dans l'affaire du complot formé en avril 2009 par des personnes civiles et militaires contre la sûreté de l'État. Le gouvernement en prend acte et se félicite du bon déroulement du procès ainsi que des dispositions qui ont été prises tout au long de la procédure pour que justice soit rendue conformément aux tests en vigueur. Il a toutefois été donné de constater qu'au cours des auditions au palais de justice, certains inculpés ont fait état de mauvais traitements et de divers sévices qu'ils auraient subis au cours de la détention préventive. Face à la gravité de ces allégations, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, a décidé, sur instruction du chef de l'État et du gouvernement, de mandater la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, afin qu'elle ouvre une enquête impartiale pour faire toute la lumière sur les faits allégués. Le gouvernement tient d'ores et déjà à réaffirmer le caractère sacré de la personne humaine et réitère son engagement à préserver coûte que coûte les acquis de la politique active de promotion du respect des droits de l'homme, des droits humains et de la consolidation de l'état de droit qu'il a engagé de manière irréversible depuis quelques années. Tous les actes émanant de quelques autorités que ce soit et qui porteraient atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux de la personne humaine sont foncièrement contraires au choix du peuple togolais et à la philosophie profonde de son gouvernement. Le gouvernement exhorte la CNDH à faire diligence pour mettre à sa disposition, dans les meilleurs délais possibles, les résultats de ces investigations. C'était là le contenu du communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le journal a été long. Merci. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à Madame Tina pour sa collaboration et restez sur la télévision togolaise. L'atelier de sensibilisation sur la réforme des marchés publics, la rencontre des journalistes sur les techniques de négociation d'une convention collective et le lancement du prix Polaï du journalisme.